486 après Jésus-Christ. Rome n'est plus qu'un cadavre froid, et la Gaule, ses restes sanglants. Mais dans l'ombre de Soissons, un jeune barbare de 20 ans s'apprête à briser le dernier roi romain. L'année 486 marque un tournant radical dans l'histoire de la Gaule. C'est le moment où le dernier vestige de l'Empire romain s'apprête à disparaître. Clovis, chef des Francs, va affronter Syagrius, le dernier représentant du pouvoir romain. Cette bataille décisive va redessiner la carte de la Gaule et ouvrir la voie à la France. 10 ans plus tôt, en 476, l'Empire romain d'Occident a vécu ses derniers instants. Romulus Augustule, le dernier empereur, a été déposé par Odoacre. La Gaule se retrouve fragmentée entre plusieurs royaumes de barbares. Au sud, les Wisigoths dominent l'Aquitaine depuis Toulouse. Ces guerriers germaniques contrôlent un vaste territoire jusqu'aux Pyrénées. À l'est, les Burgondes occupent la vallée du Rhône, autour de Lyon. Mais au nord de la Loire, subsiste une enclave gallo-romaine remarquable. Syagrius, fils d'Égidius, maintient une administration d'inspiration romaine. On le qualifie de « roi des Romains », un titre qui marque la continuité de Rome. Son domaine constitue un îlot de romanité dans un océan barbare. Les routes romaines y sont encore entretenues, et les élites y parlent latin. Soissons représente un centre stratégique de premier ordre, avec ses thermes et ses villas, mais cette enclave vit sur du temps emprunté, isolé et fragile. Syagrius a longtemps coexisté avec Childéric, le père de Clovis. Entre ces deux hommes existait une forme de respect mutuel. Le père de Clovis était un personnage fascinant, à mi-chemin entre barbare et général. Childéric comprenait que l'avenir appartenait à la fusion des deux mondes. À sa mort en 481, il laisse à son fils Clovis un héritage précieux. Clovis n'a que 15 ans quand il monte sur le trône de Tournai. Son nom signifie « illustre au combat » et il va vite le prouver. Il règne sur un territoire restreint, mais voit déjà beaucoup plus loin. Conquérir le royaume de Syagrius multiplierait sa puissance par 2. Le vide de pouvoir laissé par son père pousse Clovis à l'action. Syagrius est isolé, vulnérable, et Clovis brûle de prestige. Mais Clovis ne peut agir seul, il forge des alliances avec d'autres chefs francs. Il promet une part du butin et des terres fertiles à ses parents de Cambrai. Pendant ce temps, Syagrius renforce les défenses de Soissons. Mais son armée n'est plus que l'ombre de la puissante légion d'autrefois. Au printemps 486, Clovis donne le signal du départ vers le sud. Les Francs sont des fantassins exceptionnels, maniant la francisque avec précision. Leur tactique, le mur de bouclier, une muraille de bois et de fer impénétrable. Arrivé devant Soissons, Clovis défie Syagrius selon la coutume. « Choisis le lieu et le moment de la bataille », ordonne le jeune roi. Le général romain choisit de sortir de ses murs. Le choc est inévitable. Le lieu, Juvigny, un terrain plat au nord de Soissons. Les deux armées se font face. Le silence est lourd avant la tempête. Syagrius déploie son infanterie au centre et sa cavalerie sur les flancs. Du côté des Francs, Ragnacaire commande l'aile gauche, Clovis le centre. Le cri de guerre retentit, les Francs s'élancent en courant. Les francisques volent le par centaines, brisant les boucliers romains. Puis vient le choc brutal du contact, épée contre lance. Clovis se bat comme un lion, galvanisant ses hommes par sa bravoure. Les milices de Syagrius, moins entraînées, commencent à craquer. Syagrius voit la bataille s'échapper et fait le choix de la fuite. Sa disparition précipite l'effondrement final de ses troupes. La bataille de Soissons est une victoire écrasante pour Clovis. Soissons tombe sans résistance, ouvrant ses portes aux vainqueurs. Le palais de Syagrius devient le nouveau siège du pouvoir franc. Le pillage commence. Les guerriers francs réclament leur récompense. C'est alors que survient l'épisode légendaire du vase de Soissons. Saint-Remy, évêque de Reims, réclame sa restitution. Clovis accepte, mais le butin doit être partagé par tirage au sort. Le roi demande le vase en plus de sa part. La plupart des soldats acquiescent. Mais un guerrier s'avance et frappe le vase de sa hache.
Tu ne recevras que ce que le sort te donnera, siffle le rebelle. Clovis ravale sa colère, mais sa vengeance sera glaciale. 1 an plus tard, lors d'une revue militaire, Clovis retrouve l'homme. « Tes armes sont en mauvais état », dit le roi en jetant la hache du soldat. Quand le soldat se baisse, Clovis lui fend le crâne. « Ainsi as-tu traité le vase. » Ce message est clair. L'autorité du roi Clovis est désormais absolue. Pendant ce temps, Syagrius cherche refuge à Toulouse, chez les Wisigoths. Mais Alaric II, craignant Clovis, livre le Romain aux émissaires francs. Syagrius est exécuté secrètement. Le dernier Romain s'est éteint. Clovis s'empare alors d'un territoire immense jusqu'à la Seine. Sa stratégie est subtile, raid de harcèlement et soumission diplomatique. Les élites gallo-romaines préfèrent se soumettre que périr. Clovis abandonne Tournai et fait de Soissons sa nouvelle capitale. Il se pose en héritier de Rome, légitimant sa domination sur les Gaulois. Mais il doit encore éliminer ses rivaux francs pour unifier son peuple. Ragnacaire, son allié de Soissons, est le premier à tomber sous son coup. 1 à 1, les chefs de tribus disparaissent. Clovis est le seul maître. En 496, une nouvelle menace surgit de l'Est, les Alamans. La bataille de Tolbiac s'engage et les Francs commencent à fléchir. Dans la tourmente, Clovis invoque le dieu de sa femme Clotilde. « Si tu me donnes la victoire, je me ferai baptiser », promet-il. Les Francs se ressaisissent miraculeusement. Les Alamandes sont vaincus. Clovis tient sa parole et se fait baptiser à Reims par l'évêque Remy. Ce baptême change tout. Clovis est désormais le champion des catholiques. Il n'est plus un barbare, mais le rempart de la foi orthodoxe contre l'hérésie. Fort de ce nouveau statut, il tourne ses armes vers le sud wisigoth. L'offensive de 507 contre Alaric II est une véritable croisade. La bataille décisive de Vouillé voit les 2 rois s'affronter en duel. Clovis tue Alaric de sa main. Le royaume wisigoth s'effondre. Clovis est désormais le maître de presque toute la Gaule. L'empereur d'Orient lui envoie les insignes du consulat, la pourpre et le diadème. En 509, Clovis fait un choix historique. Il établit sa capitale à Paris. Paris possède cette aura impériale antique que Clovis désire. Sainte Geneviève bénit ce choix. L'union de l'Église et du roi est scellée. De Paris, Clovis administre son royaume selon les principes romains. La loi salique est rédigée, mêlant tradition barbare et droit écrit. Quand il meurt en 511, Clovis laisse un monde définitivement transformé. La bataille de Soissons était l'étincelle qui a allumé ce brasier. Clovis a créé une synthèse unique entre Rome et les Francs. Le vase de Soissons resterait le symbole de son autorité implacable. Le temps de la démocratie tribale était fini. La monarchie était née. Son baptême a forgé l'identité chrétienne de la France pour 1000 ans. Ses fils partagèrent tout son royaume, mais l'idée de l'unité subsista. Clovis devint un mythe, l'ancêtre prestigieux de tous les rois de France. Pour la République, son histoire était devenue le pilier du roman national. Notre source, Grégoire de Tours, a écrit la légende un siècle après. Des détails sont flous, mais l'essence de sa victoire à Soissons est réelle. L'archéologie confirme la richesse et le prestige de sa dynastie. C'est le moment où l'Antiquité bascule dans le Moyen Âge. Les Francs n'ont pas détruit la civilisation, ils l'ont réinventée. Le latin est resté, l'administration a survécu, mais l'esprit a changé. Soissons était le choc de 2 mondes, le passé romain et le futur barbare. Et c'est le jeune guerrier christianisé qui a construit l'avenir. L'adaptation, le timing et l'alliance avec la foi ont été ses clés. Sa cruauté était un outil stratégique dans un siècle sans pitié. L'histoire est écrite par les vainqueurs et Clovis a été le plus grand. 15 siècles plus tard, son nom résonne encore comme un commencement. La France est née ce jour-là, dans le sang de Soissons et l'eau de Reims. Clovis, le premier roi des Francs, le premier roi de France. Le marteau s'est reposé, mais l'écho de son coup résonne encore. Une heure décisive où le destin du monde a été gravé dans l'acier.